Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 25 juin 2024. C'est une très belle journée finalement parce qu'on a eu de la pluie tout le temps là, durant la fin de semaine et durant la fête de la Saint-Jean. Et, euh, et voilà. On parle de marché, mais les marchés sont un peu, comment dire, en repos en ce moment. On dirait parce qu'il y a, c'est comme si ça commençait la période des vacances et parce que vous savez, la Saint-Jean, c'était hier. Et puis, dans une semaine, c'est la fête du Canada. Quelques jours plus tard, c'est la fête aux États-Unis. Et donc, finalement, ben, c'est comme si les vacances commençaient. Donc, le marché semble peut-être, comme ça, disons, être influencé par ça. On verra. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une stratégie, en réalité, qui est ancienne, mais ancienne, relativement ancienne. Enfin, ça s'appelle le carry trade en bon anglais. Mais c'est quoi le carry trade? Regardez, si vous regardez la page 1, à la page 1, c'est marqué le carry trade en bon français, c'est opération spéculative sur l'écart de rendement. Donc, c'est pour ça que tout le monde dit carry trade, parce que c'est court. Si on le dit en français, on finit plus là. Il faut, donc, ça s'appelle comme ça, carry trade. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire le carry trade? D'abord, qu'est-ce que c'est? Ben, d'abord, moi, comme je le connais, parce que je suis dans le marché depuis 50 ans et plus, mais c'est surtout durant le, comment dire, la fin de la, comment dire, de la croissance de l'indice de bourse japonais. Euh, il faut savoir que dans les années 80, donc 1980 jusqu'à 1990, euh, le Japon était un exemple pour la planète entière et pour l'Amérique du Nord. C'est-à-dire, il fallait tous se faire comme les Japonais parce que c'est comme ça que ça marchait. Parce que c'était fulgurant, la croissance était énorme, économique. Mais c'est surtout la bourse était rendue à 39 000, je crois, points. Donc, une chose énorme, une croissance en 10 ans qui est incroyable. Donc, voilà, c'était comme si c'était l'avenir. En 1989, en réalité, c'est sorti que finalement les états financiers des compagnies japonaises, en réalité, étaient non truqués, mais ne suivaient pas les règles nord-américaines comptables. Et donc, finalement, ils avaient une bonne partie de la valeur de ces compagnies-là venait plutôt de l'immobilier, plutôt que par la vertu personnelle de faire de l'argent et tout ça avec leur production. La conclusion dans tout ça, c'est que l'indice de bourse qui était, mettons, comme 35, 39 000, est tombé à 7 000. Imaginez, ça a été un crash incroyable. Et, et donc, le Japon s'est retrouvé à être finalement en déflation. C'est resté en déflation pendant 20 ans, 30 ans. Enfin, jusqu'à très récemment, elle était en déflation. Incapable de sortir finalement d'un mécanisme ou, ou d'une machine économique qui ne semblait pas capable de produire, oui, mais sans décoller dans l'économie comme c'était avant. Donc, ça s'appelait ça la déflation. Et finalement, la Banque centrale japonaise, pour favoriser la relance, finalement, si vous voulez, de la capacité japonaise économique, finalement, ils baissaient les taux d'intérêt. Ils les ont baissés au point que c'était comme 0,25, quelque chose comme ça. Pas 1%, mais mettons un quart de 1%. Imaginez dans un cas pareil, finalement, l'argent, on pouvait, mettons, imagine, et c'est là qu'est né le carry trade, finalement, comme on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on pouvait, une banque, par exemple, pouvait, mettons une banque canadienne, si vous voulez, ou US, mettons, prenons une banque américaine ou australienne, parce que là, on parle de l'Australie ici, aussi, c'est qu'une banque, donc, australienne pouvait, mettons, emprunter des yens japonais avec un coût de rien, 0,25, 0,50, prendre cet argent-là, le transformer ces yens japonais les transformer en dollars australiens ou en dollars US et avec ces dollars US ou australiens acheter des obligations fédérales ou australiennes ou canadiennes ou américaines et avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc, c'est ça que finalement, c'est le carry trade. C'est jouer sur la différence à des taux d'intérêt entre deux pays. Donc, c'est ça qui vous dit la page 2.
Donc, comment fonctionne le carry trade? Donc, on emprunte une devise à faible taux d'intérêt. Donc là, c'était le yen japonais, comme le yen japonais. Deux, on convertit la devise empruntée en devise à taux d'intérêt élevé, comme par exemple le dollar australien, et on investit la devise à taux d'intérêt élevé dans des titres comme les obligations, mettons, fédérales, ou des obligations finalement sécuritaires, mais quand même à haut rendement. Et finalement, ben, on encaisse la différence finalement entre les deux taux. C'est de l'argent facile, finalement. Mais est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y avait des risques et il y en a toujours, naturellement, pour les institutions qui font ça. Regardez un exemple comme ça, simplifié, à la page 3. Il vous dit une banque australienne a emprunté, mettons, 100 millions de yens japonais avec un taux d'intérêt de 0,5. Elle a investi ce montant à 1 million de dollars australiens, taux d'intérêt 4,50. Donc, ça suppose que le taux de change était, mettons, ça prenait 100 yens pour faire un dollar australien. Et donc, voilà. Naturellement, après une période de temps, mettons une année, la banque a fait un profit, il nous dit ici, de 4 millions de dollars australiens, parce que c'est la différence entre le taux d'intérêt en Australie, 4,50, et le taux pour payer comment dire, l'emprunt en yens japonais de 0,5. Donc, ça fait un gain de 4%. Naturellement, ça paraît très beau, c'est du gain facile, oui, oui. Mais attention bien, il y a des frais là-dedans, il y a des frais, il y a des commissions, et en plus, il y a éventuellement la perte ou le gain sur les taux de change du remboursement de l'emprunt. Et donc, ça, c'est expliqué à la page suivante. Finalement, quels sont les risques de ce carry trade? Essentiellement deux, peut-être il y en a plus que deux, mais là, pour simplifier l'exemple, c'est le risque de change. Si la devise à taux d'intérêt élevé, c'est-à-dire le dollar australien dans ce cas ici, se déprécie par rapport à la devise à faible taux d'intérêt, la banque va perdre de l'argent. Si le risque il y a le risque aussi des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt de la devise à faible taux d'intérêt augmentent, le profit de la banque sera réduit. Finalement, c'est des risques sérieux, oui. Seulement que pendant, je ne sais pas, moi je dirais peut-être 20 ans, ce risque se voyait relativement. C'est-à-dire vraiment le Japon continue à être en déflation, toujours avec un taux d'intérêt très bas, et donc toutes les institutions de la planète, grosso modo, s'amusaient à acheter du yen japonais et puis ensuite le convertir dans la monnaie locale et l'investir dans la monnaie locale dans des obligations à plus haut rendement. Naturellement, juste pour vous donner un exemple ici, regardez, voici l'exemple, ça on l'avait dit, c'est celui-ci, mais euh, regardez dans le cas du dollar australien, regardez le taux de change, ça c'est dollar australien, yen japonais, juste au cours des derniers 5 ans. Regardez, ça prenait, mettons, quand vous êtes, mettons, en 2019, c'était en 2019, donc du 25 juin 2019, c'était quelque chose comme 58 à peu près, 58 yens pour un dollar australien. C'est-à-dire un dollar australien achetait 58 yens. Euh, Regardez avec le temps comment ça a progressé et donc c'est rendu actuellement pratiquement à 115, ou plus ou moins à 115. C'est-à-dire un dollar australien achète 115 yens japonais. Donc finalement, le dollar australien a pris de la valeur ou le yen japonais a baissé. De toute façon, c'est la réalité actuelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la banque australienne, une fois qu'elle avait réalisé après un an son profit, finalement de la différence entre les deux taux, le taux australien et le taux de l'emprunt japonais, donc elle fermait la position, elle remboursait finalement son emprunt, mais cette fois en remboursant l'emprunt, finalement, le taux de change avec le yen japonais permettait au dollar australien de gagner aussi de l'argent sur le taux de change. Parce que comme vous regardez le graphique,
Et finalement, avec le temps qui passe entre 2019 et 2024, euh, le dollar australien s'est apprécié par rapport au yen japonais. Donc, il y avait donc un double gain. D'un côté, gagner sur la différence entre les deux taux, comme on a dit. En plus, quand on remboursait l'emprunt, ben, on se retrouvait avec un gain sur le taux de change. Naturellement, ça c'est très beau, mais naturellement, imaginez si c'est le contraire que ça arrive à un certain moment. C'est-à-dire, justement, comme on a dit, les risques, on les a dit dans la page précédente. Donc, si on a le cas contraire, et c'est-à-dire si par exemple l'Australie, le taux de change avec l'Australie va à l'envers, c'est-à-dire le dollar australien peut emprunte enfin avec les yens japonais, mais après quand elle doit rembourser, si le dollar australien se retrouve à être plus, disons, moins puissant qu'avant, moins fort, ben finalement, ça pourrait être finalement rembourser le prêt, l'emprunt, pardon, rembourser l'emprunt à yen japonais, ça signifierait finalement que finalement, ça va gruger sur le profit qu'on a fait sur la différence entre les deux taux. Enfin, ça, euh, ce trade, ce carry trade, finalement, est une stratégie. Euh, Finalement, ce n'est pas fait pour le public, c'est fait pour les institutions financières qui ont des gros moyens, naturellement. Est-ce qu'il y a moyen pour l'institution financière de se protéger contre les risques qui sont indiqués à la page 4? Oui, elle le peut. Elle le fait avec des produits dérivés. Donc, on peut se protéger avec des produits dérivés, mais sans rentrer dans les détails de ça, qui sont vraiment plutôt que ça demanderait plusieurs vidéos à faire sur le sujet, finalement, elle peut. Tandis que les particuliers, les individus ne peuvent pas faire ce jeu-là. C'est trop dangereux de se mettre là-dedans parce qu'il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de produits dérivés qui peuvent aider finalement un investisseur privé à faire ça. Donc, c'est une belle stratégie, ce carry trade, mais encore une fois, ce n'est pas fait vraiment pour le public des investisseurs, mais c'est fait essentiellement pour les institutions financières, lesquelles vont chercher à présent peut-être, entre-temps, je dois vous dire, le yen japonais euh, euh, est resté comme il est, mais quand même par rapport à l'Australie, mais comme selon le graphique qu'on a montré, mais ça reste à qu'il n'y a pas juste le dollar australien, ça peut se faire avec le dollar US, ça peut se faire avec le franc suisse, je sais pas, il faudrait, finalement, les banques, les institutions financières ont, dans leur salle des marchés, ont toutes les machines, enfin, ont toutes les capacités de pouvoir voir quelles sont les meilleures opportunités entre deux devises et tout ça. Mais encore une fois, ce n'est pas pour les investisseurs privés, parce que comme encore une fois, c'est vraiment trop dangereux. Et surtout, il n'y a pas moyen de se protéger si on se trompe. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.